Nous allons parler détection et réduction des chutes des personnes dans les milieux hospitaliers, également en maison de retraite, les EHPAD en France, avec Philippe Kaplan qui dirige Caspar. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter votre parcours si vous le souhaitez, puis on rentre directement dans le sujet, on va présenter Caspar. Oui, voilà, moi, en quelques mots, donc j'ai fondé Caspar il y a 3 ans et demi maintenant. Au départ, j'ai eu une première vie grande entreprise dans laquelle j'ai beaucoup accompagné les développements à l'étranger, travaillé des partenariats, vécu à l'étranger, et puis géré des organisations, des mises en place de grosses structures en interne. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint le monde des plus petites entreprises pour amener ces compétences-là. Et j'ai accompagné pas mal de sociétés dans le domaine médical, dans leur développement, dans leur partenariat. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré beaucoup de médecins, d'infirmières, de personnels soignants qui exprimaient le besoin d'avoir une solution facile, efficace pour la détection des chutes et des sorties de lit. Et puis c'est comme ça qu'est né Caspar, avec rencontre avec des développeurs qui maîtrisaient une technologie très appropriée. Et c'est vraiment le résumé de mes compétences, c'est de mettre les gens ensemble, d'œuvrer dans le développement, et puis avec beaucoup de partenariats. Et Caspar a dans son ADN la collaboration avec tous nos partenaires. D'accord. Ce type de système, quand on dit ce type, même au sens large, de système, bon, actuellement il est très à la mode, en tout cas très demandé par l'établissement. Qu'est-ce qui fait que votre système est disruptif, et nouveau et innovant? Oui. Euh, Effectivement, on a entendu beaucoup de demandes pour des solutions qui permettaient de détecter les chutes, qui permettaient de détecter les sorties de lit. On sait qu'historiquement, les solutions qui nous viennent à l'esprit rapidement, c'est les montres, c'est les matelas, c'est les sous-tapis. Et c'est des solutions, quand on rencontrait les utilisateurs, où ils n'étaient jamais satisfaits, soit parce qu'elles étaient avec contact, soit parce qu'elles étaient très contraignantes, soit parce qu'elles étaient très stigmatisantes. Hein. Quelque part, quand on met un collier à une personne âgée, on lui rappelle qu'il a besoin d'être surveillé en permanence. Euh, Ils étaient peu satisfaits de la fiabilité. Et aujourd'hui, on permet d'amener une solution, mais qui est facile, qui a un petit dispositif qu'on met au plafond, donc qui est totalement sans contact, qui est sans image, qui est dans le respect de la vie privée totalement. Et puis sur 45 000 nuits, on a une très très forte fiabilité. Donc on a plus de 99% de fiabilité et une grande facilité. Donc on réconcilie un petit peu tous ces éléments qui n'existaient pas dans le passé avec une solution non intrusive et dans le respect de la vie privée. J'imagine que c'est une sorte de radar qui scanne la chambre, c'est ça? Alors, ce n'est pas un radar, c'est un capteur de distance. Et le capteur de distance va donner comme information ce qu'on appelle des nuages de points, c'est-à-dire tous des points qui vont indiquer le relief de la chambre. Et donc, on va avoir comme information, sans aucune émission d'onde radar, hein, donc c'est un capteur de distance qui va déterminer la distance de chaque point de la chambre. Et on va donc, comme je disais, avoir le relief de la chambre. Et en comparant ces reliefs plusieurs fois par seconde, on va pouvoir en déterminer précisément les déplacements, les mouvements, et ce qui nous permettra, avec notre algorithme unique et validé, de déterminer très précisément si les chutes ont eu lieu, si les sorties de lit ont eu lieu, si le résident est retourné dans son lit, ou justement s'il n'est pas retourné dans son lit. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait pour mesurer ce taux de succès, enfin ce taux de détection de chute qui est très important? Oui. Euh, Là-bas, il y a des statistiques qui existent notamment en France qui disent qu'une personne sur deux de plus de 75 ans chute chaque année, que le coût pour l'État des chutes, c'est environ 2 milliards d'euros par an et que c'est la première cause de décès accidentel en France. Et puis, quand on parle avec les EHPAD, qu'on leur demande leurs statistiques, quand ils font le relevé des chutes, on se rend compte qu'en fait, dans les EHPAD, on atteint des moyennes d'environ 2 chutes par résident par an. Donc, on a un niveau très élevé. Et puis, on voit que beaucoup de groupes d'EHPAD ont des projets pour réduire les chutes, ont des référents chutes pour gérer ce problème. Donc, on s'est vraiment rendu compte en étant très présent sur le terrain, ce qui fait partie de l'ADN de la société, tant pour comprendre le problème, les besoins, que pour le développement de la solution. C'est vraiment sur le terrain qu'on a confirmé ce besoin très important de réduire les chutes, qui ont des conséquences assez dramatiques. Les conséquences physiques, on les comprend facilement, hein, c'est les fractures, avec tout le côté cercle vicieux que ça entraîne de réduction de l'autonomie et de dégradation de l'état de santé. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi à l'usage, c'est que les effets psychologiques sont Bien sûr. importants.
bien sûr. Les résidents qui ont chuté et qui ont été dans une situation de stress, d'anxiété, qui n'ont pas été aidés, qui n'ont pas été secourus rapidement, ils s'auto-limitent après. Et on voit dans les statistiques que on arrive à 30% d'auto-limitation dans ces déplacements de par l'anxiété qu'ont créé les chutes, mais aussi les déambulations des résidents avec des problèmes cognitifs, Alzheimer typiquement, qui la nuit sortent dans les couloirs et puis qui ne retrouvent pas leur chambre. Toute cette anxiété crée cette peur de se déplacer et donc les résidents se déplacent de moins en moins. Et comme ils se déplacent de moins en moins, leur état de santé se dégrade de plus en plus vite. On voit déjà, nous, quand on arrête de faire du sport, et la situation est peut-être bonne ou mauvaise pour donner cet exemple-là, mais dès qu'on arrête de faire du sport à des âges moins avancés, l'impact qu'a ce manque de sport sur nos activités, les personnes âgées, c'est la même chose. Dès qu'elles arrêtent de se déplacer, leur état de santé se dégrade très rapidement. Et la combinaison de cette dégradation-là, de cette auto-limitation, et puis de l'anxiété du personnel aussi, de vivre ces événements-là, de découvrir des chutes que 4-5 heures plus tard, le personnel souvent n'a pas tellement d'autres solutions que d'appliquer la contention. La contention, typiquement, c'est les barreaux de lit, comme on les connaît. On voit les lits médicalisés avec les barreaux qu'on met, c'est vraiment enfermer les résidents dans les lits. Et de plus en plus, les EHPAD ne veulent plus utiliser la contention. Et donc, il y a vraiment un mouvement généralisé dans les EHPAD pour redonner l'autonomie, pour ne plus utiliser la contention, pour ne plus fermer les portes et pour laisser la liberté aux résidents, mais en ne sachant pas toujours comment faire pour gérer des situations à risque. Et nous, dans ce cadre-là, on réconcilie les deux éléments. On réconcilie ce besoin d'autonomie, cette volonté de liberté, avec cette sécurité accrue, avec la sérénité qu'on permet d'apporter. Et puis cette sérénité est très importante dans la période qu'on vient de connaître, dont les EHPAD sortent de plus en plus. Mais dans cette crise sanitaire qu'on a connue, la sérénité est très, très peu présente entre les équipes soignantes qui étaient surchargées de travail, qui ne savaient pas où donner de la tête, qui couraient à différents endroits. On leur permettait de s'orienter directement sur les priorités et en même temps auprès des familles qui ne pouvaient plus rendre visite à leurs proches, qui se demandaient comment ils étaient accompagnés, qui se posaient beaucoup de questions sur leur accompagnement. De savoir que Caspar était présent les a terriblement rassurés. Donc, on a eu beaucoup de très, très bons retours dans cette période-ci. Et on permet de ramener cette sérénité, de redonner plus de sécurité dans un environnement difficile, tout en permettant plus de liberté et plus d'autonomie. Alors, avant de venir sur la réduction des chutes, qui m'a intrigué, comment votre système détecte la chute, ça, je pense que tout le monde comprend, comment il réduit les chutes, on va juste le voir dans 5 minutes. Beaucoup de systèmes actuellement annoncent 98%, 95% de détection des chutes, etc. Et au final, certains, quand on les teste sur le terrain, en fait, on arrive à 60%. Qu'est-ce qui fait que vous, c'est vraiment 98%? Les chiffres qu'on donne, on les observe sur 45 000 nuits opérationnelles déployées auprès de nos clients. Tous les jours, on fait l'analyse des événements. Donc, c'est ça qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là de fiabilité. C'est qu'on étudie tous les jours les événements. Et puis, si on le regarde du côté de nos clients, on a été sélectionné dans un des plus grands groupes EHPAD européens et français. Donc, ce grand groupe d'EHPAD français a fait un processus très professionnel d'analyse et d'étude de tout le marché. Donc, quand ils ont décidé de sélectionner dans le marché la solution la plus performante de détection de chute, ils ont commencé par étudier tout le marché et puis ils ont fait une première sélection de 6 solutions. Et les 6 solutions, ils les ont déployées en même temps dans la même résidence. Et donc, pendant une première période de 3 mois, on a été déployés. Puis, ils ont réduit les 6 solutions à 3 solutions. Et on est resté encore 3-4 mois chez eux. Et puis, après cette période de 4 mois, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas enregistré assez de chutes. Et ils nous ont mis les 3 solutions dans la même chambre en même temps. Et ils ont simulé 150 chutes dans cette même chambre en une journée. Et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à nous sélectionner derrière et à nous garder. Et eux, sur les 150 chutes, ce qu'ils nous ont dit récemment, c'est qu'ils étaient arrivés à un taux de 97% de détection de chute, avec certaines situations qui ne sont pas toujours des chutes, donc voilà, très élevées.
Et c'est comme ça que maintenant, on est en phase de déploiement avec eux en France et en Belgique, ce dont on est particulièrement fiers et heureux d'avoir un partenariat avec eux pour ces évolutions futures. Et quand je dis partenariat pour les évolutions futures, c'est qu'il y a une vraie volonté de vraiment créer la chambre du futur, de vraiment s'orienter vers la personnalisation des soins, l'individualisation des soins. Et ça, c'est la troisième et la quatrième dimension de notre solution. C'est qu'on est dans la détection de chute, comme vous le disiez, hein, c'est facile à comprendre. On est dans la réduction de la chute, dont on va reparler, je ne le donne pas encore. Et puis, on est aussi dans l'individualisation des soins, parce qu'on fournit en journée des rapports d'activité qui redonnent d'une manière objective quels ont été les déplacements des résidents. Et les équipes soignantes, les infirmières, les médecins, les ergothérapeutes, les kinés découvrent vraiment l'ampleur des déplacements à la nuit des résidents. Et ça leur permet de pouvoir vraiment individualiser les programmes qu'ils font la journée pour les résidents et de pouvoir adapter les soins au comportement réel. On a des cas où on arrivait en disant, là, vous avez une résidente qui se déplace 7-8 fois sur la nuit, des cas réels, et où la directrice nous disait, ça m'étonne vraiment, on ne s'était pas rendu compte qu'elle sortait autant de son lit. Et puis elle me disait, mais je comprends, c'est une ancienne alpiniste qui est hyper active, qui a besoin de se déplacer, qui a plein d'énergie en elle, mais on va tout à fait revoir son programme d'activité en journée, qui ne devait probablement pas du tout lui être adapté. Et maintenant, je parle qu'ils ont adapté ils ont mis des obstacles sur le mur le mur de l'EHPAD pour qu'elle puisse s'entraîner la nuit, c'est ça? Voilà, exactement. Elle fait le tour du mur d'EHPAD. Mais on a vraiment des belles histoires comme ça, de choses auxquelles on ne s'attendait pas en commençant et qu'on a vu sur le terrain. Tant à la réduction de la chute, on en parlait, mais vraiment les cas pratiques. On a eu un cas d'un résident qui était très, très agressif le matin au moment de la toilette. Et les équipes soignantes ne savaient pas comment le gérer, et imaginaient plein de problèmes et laissaient la gestion à la famille. Et puis, elles se sont rendues compte, les équipes soignantes, qu'en fait, le résident était très agressif les nuits où il avait mal dormi. Donc, quand elle faisait la corrélation, qu'elle voyait les nuits où il s'était levé 4, 5, 6 fois, elle comprenait pourquoi il était agressif le matin. Et du coup, ça a totalement changé la relation et l'équilibre et l'anticipation des problèmes. Et du coup, la relation se passe beaucoup mieux avec le résident le matin parce que c'est plus considéré comme étant de sa faute. Voilà, il a moins bien dormi certaines nuits. Et on a comme ça tout un accompagnement dans tout ce qui est individualisation des soins qui va pouvoir se mettre en place dans toutes les chambres. Donc, détection de la chute, on a compris. Comment est-ce que votre système réduit le nombre de chutes? Le système, la nuit, en fait, donne 2 alarmes. On a l'alarme de détection de chute, donc les chutes réelles, tous les types de chutes, partout dans la chambre. Et puis, on a une deuxième alarme qui est l'alarme de non-retour au lit. L'idée derrière cette alarme, c'est que les équipes nous disaient, mais oui, nous, on était intéressés de redonner de la liberté, de laisser les résidents aller seuls à la toilette la nuit. Mais c'est vrai que si après un certain temps, si après un quart d'heure, il n'est pas de retour au lit, là, on aimerait bien être au courant pour venir en douceur dans la chambre, voir s'il y a un besoin de l'accompagner. Et donc, on a une alarme de sortie de lit anormalement longue, où le délai est personnalisable résident par résident. Et puis, ce qu'on a observé à l'usage, et on a fait une étude précise dans 10 résidents sur 5500 nuits, on s'est rendu compte qu'en fait, on réduisait les chutes par 3 dans les chambres équipées. Donc, les chambres qui étaient équipées de Caspar, les chutes étaient réduites par 3. Et en discutant avec les équipes, avec les médecins, avec les infirmières, en fait, on s'est rendu compte, et en observant les chiffres, que les résidents ne chutaient pas immédiatement à la sortie de lit. Donc, les résidents se lèvent, et au moment où ils se lèvent, c'est que consciemment, inconsciemment, ils se sentent bien. Donc, ils commencent à déambuler, ils vont à la toilette, et puis c'est après un certain temps qu'ils se fatiguent, qu'ils sont moins sûrs sur leurs appuis, et qu'ils chutent après un certain temps. Et le fait pour les équipes soignantes de pouvoir intervenir après 10 minutes, après un quart d'heure, leur permet dans les faits d'arriver très souvent avant que la chute ne se produise. Et donc, cette alarme de sortie de lit anormalement longue permet vraiment d'avoir un rôle préventif et d'arriver dans un grand nombre de cas avant que les chutes ne se produisent et donc de prévenir les chutes et de réduire leur nombre. D'accord, donc si bien compris, en fait, il y a un laps de temps au-delà duquel, une sorte de point de bascule, au-delà duquel, en fait, au-delà duquel le risque de chuter augmente et ce laps de temps, il est différent chez chacun d'entre nous. Voilà, tout à fait. Donc, chaque résident a un laps de temps. Il y en a qui marchent bien pendant un certain temps et qui chutent par après. Il en reste qui chutent immédiatement. Hein. Les chutes immédiates continuent à exister, bien sûr. C'est là, on les prévient
pas, mais on se rend compte qu'effectivement, les résidents ont des profils différents, ne chutent pas en même temps, et sur base des données objectives qu'on fournit aux résidences, on est capable d'ajuster ce laps de temps et de fournir les alarmes de manière personnalisée par résident. Et donc, on voit dans les faits qu'on a réduit les chutes dans ces chambres équipées. D'accord. Bon, là, en ce moment, donc on est en 2021, on a compris ce que vous faites, ce qu'on est capable de faire technologiquement puis avec votre service. Dans 5 à 7 ans, qu'est-ce qu'on serait capable de le faire? Qu'est-ce que vous serez capable de faire? Oui, j'adore la question parce qu'on construit tous les jours la chambre du futur. Et l'idée de la chambre du futur dans un EHPAD, il est double. C'est de, un, avoir une chambre qui soit de plus en plus libérée, où il y ait de moins en moins d'objets médicaux, j'ai envie de dire, visibles, où on n'ait pas d'objets intrusifs, collants, avec contact, que tout soit discret au plafond, dans les murs, et qu'en même temps, il y ait plus d'informations disponibles pour mieux individualiser les soins. Donc, de pouvoir avoir une chambre qui donne des informations sur, par exemple, il y a des résidences qui nous parlent de projets de vie, de laisser les résidents se lever le matin à l'heure qu'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour une résidence de laisser les résidents libres de leur lever, parce que comment est-ce qu'elles organisent les rondes, hein? Il faut savoir que les résidences, ben, la surveillance s'organise par ronde, le lever le matin s'organise par ronde, et à partir du moment où on pourrait leur donner des informations sur les heures de réveil, ben, on peut envoyer le personnel de manière personnalisée dans les chambres au moment où le résident en a besoin. On a des demandes, par exemple, la journée, pour faire un relevé du niveau d'activité des résidents. Parce qu'aujourd'hui, ben, le personnel soignant se dit, ben, moi je vais aller faire une visite dans les chambres, mais dans quelle chambre les résidents ont besoin de visite? Il y a peut-être des chambres où les résidents ont des visites de la famille, où ils ont eu les soins, où eux ont bougé, où eux sont sortis de la chambre. Et comment identifier les chambres dans lesquelles les résidents n'ont pas bougé? Et toutes ces choses-là redeviennent possibles la nuit, de pouvoir identifier, va en donner les exemples, dans quelle chambre les résidents bougent le plus, dans lesquelles ils ont besoin de plus de sommeil. À quel moment est-ce que les ergothérapeutes, les kinés peuvent pousser les exercices? Nous, on ne va pas aller faire 10 km d'entraînement à la course quand on a mal dormi et qu'on est très fatigué en journée. Et aujourd'hui, ben, les ergots, les kinés poussent l'exercice sans savoir ce qui s'est passé la nuit d'avant. Donc, la chambre du futur, c'est vraiment dans l'idée de permettre aux équipes pluridisciplinaires en journée d'avoir des exercices adaptés, de donner des séances adaptées à ce qui s'est passé et de manière douce, non intrusive, mais très facile à lire et très facile à intervenir. On travaille maintenant sur des indicateurs de risque aggravé de chute. Donc, de pouvoir se dire, tiens, quand les résidents se lèvent, quels sont les indicateurs qui permettent de déterminer les dégradations d'état de santé? Hein, on sait malheureusement que dans la population avec laquelle on observe, ben, il y a à un moment donné une dégradation d'état de santé, et comment est-ce qu'on peut l'anticiper? Comment est-ce qu'on peut l'observer? Donc, par exemple, ce que le dispositif peut faire, c'est calculer les vitesses de déplacement, calculer les inclinaisons de la posture des résidents. Et à travers tous ces éléments, de pouvoir déterminer en conjonction avec les médecins et de l'intelligence artificielle, quels sont les éléments qui sont vraiment indicatifs d'une dégradation de l'état de santé. Donc, on est en train de rajouter l'intelligence artificielle avec un gros avantage, c'est que notre dispositif a l'intelligence embarquée. Donc, on n'utilise pas le cloud. Toutes les données restent dans le dispositif. Donc, au respect de la vie privée, on n'est pas en train d'envoyer des données vers l'extérieur dans des grosses machines. Non, non, c'est notre dispositif qui fait toute la détection. C'est lui qui va intégrer l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir donner, voilà, aujourd'hui les alarmes et demain les indicateurs, à quel endroit intervenir, quels résidents ont le plus besoin de support et d'accompagnement. Et que pour le résident, ne s'en rende même pas compte. Lui reçoit la visite d'une infirmière. Comme elle sera arrivée lors de sa ronde, mais elle arrivera à un moment beaucoup plus pointu et beaucoup plus approprié. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'il y a, de la part des salariés, enfin non, quelle est l'acceptance du système de la part des salariés? Et est-ce qu'il y a un risque, enfin, est-ce que les salariés voient un risque de surveillance de ce qu'ils font dans la Aujourd'hui, journée? on n'a pas du tout d'objection de surveillance parce qu'on permet aux salariés de mieux faire leur travail et on permet aux salariés de redonner plus de temps à l'humain. Donc aujourd'hui, les équipes, et surtout la nuit, lorsqu'elles commencent à intervenir, elles font leur ronde, elles sont très fort anxieuses de ce qu'elles peuvent trouver. Donc elles n'osent pas passer trop de temps avec un résident qui en aurait besoin, de peur de ce qui peut se trouver après. Et là, on redonne du temps pour l'humain en disant, mais passez du temps avec les résidents qui en ont besoin, parce que si une catastrophe se produit ailleurs, vous en serez avertis.
Donc, on permet de redonner du temps à l'humain. La plus grosse réticence qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un vrai processus de changement. Et on est dans un vrai processus de changement, d'apprendre finalement à ne devoir pas travailler que par ronde, mais à refaire du préventif. Et le préventif, ça veut dire, on intervient quelque part plus souvent pour des petites durées, on intervient entre les rondes. Donc, typiquement, dans une résidence, on va avoir 2, 3, 4, 5 alarmes par nuit, hein, en fonction du nombre de chambres surveillées. On ne va pas équiper toutes les chambres pour commencer. Typiquement, on va équiper 15, 20 chambres au départ. Et la réticence vient plus des équipes la nuit qui n'ont pas l'habitude de devoir intervenir de manière aussi fréquente. Et c'est un petit peu, j'aime pas le parallèle, mais il parle dans ce qui est, c'est un petit peu comme de la maintenance préventive dans les entreprises. Hein, on fait plus de maintenance pendant l'année et ça permet d'avoir une maintenance annuelle beaucoup plus légère. Ici, c'est la même chose. On fait beaucoup plus d'interventions pendant la nuit, mais ce qui permet d'avoir des rondes beaucoup plus sereines et beaucoup plus allégées, parce qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui, les infirmières parfois découvrent un résident qui a chuté depuis 3, 4, 5 heures, qui est par terre, je ne vais pas dire dans quel état d'excréments potentiels, de chambre en mauvais état, et qui leur demande une intervention beaucoup plus lourde et très désagréable. Et toutes celles-là n'existent plus grâce au dispositif. Donc, on est vraiment dans cette logique de la prévention, d'une intervention plus fréquente, mais beaucoup plus douce, avec beaucoup plus de temps qu'on peut redonner à l'humain. Et cette transformation demande un apprentissage, comme toutes les phases. Et c'est cette résidence-là où on a toutes les réactions typiques du changement, certaines équipes soignantes qui réagissent instantanément et d'autres équipes soignantes plus réticentes au départ. Et donc, nous passons beaucoup de temps à l'accompagnement des équipes soignantes, tant au niveau de la formation. Donc, on fait une formation. Le dispositif est très, très simple à utiliser. Entre guillemets, les équipes soignantes ne doivent rien faire. Ils fonctionnent tout seuls et ils reçoivent l'alarme sur leur DECT. Donc, elles ne doivent rien faire. Mais on passe beaucoup de temps pour les accompagner dans ce changement, tant donc dans la formation qu'après. On suit les événements, on envoie les rapports, on leur parle pour justement accompagner cette nouvelle méthode de travail. Est-ce dans l'avenir, on va voir Caspar au domicile, chez les personnes? Oui, c'est tout à fait notre volonté. On sait que la technologie est parfaite pour arriver à domicile. C'est dans les projets à 3-4 ans d'arriver au domicile. Le succès de Caspar aujourd'hui, sa fiabilité vient du temps qu'on a passé sur le terrain la nuit. On a passé une année de développement en étant vraiment la nuit dans les EHPAD à comprendre comment fonctionnaient les résidents, comment fonctionnait le personnel, les événements qui se produisaient pour les intégrer dans l'algorithme unique. Et on sait que pour arriver à domicile et pour rééditer cette fiabilité, le succès de notre solution, ce sera de bien comprendre le fonctionnement à domicile et donc d'y passer beaucoup de temps. Donc, notre volonté de s'associer avec des mutualités, avec des assurances, avec des téléassisteurs, avec des gens qui connaissent le domicile la nuit pour y être présents et pour comprendre les comportements la nuit, le jour dans les domiciles, parce qu'on sait que l'environnement à domicile il est plus compliqué. On sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui interviennent, la famille, des animaux domestiques, du personnel qui passe en journée pour aider et qu'il faut intégrer tous ces éléments-là dans l'algorithme et puis de bien voir qui reçoit les alarmes, qui peut intervenir. Donc, il y a un vrai travail global d'accompagnement, de prise en charge de toute la dynamique qui va se mettre en place et qu'on veut absolument faire avant de lancer Caspar à domicile. Les familles dans tout ça, en fait, est-ce que vous les avez interviewées? Est-ce que le fait que dans le choix d'un EHPAD, est-ce que le fait qu'il y ait des systèmes de ce type-là, c'est une demande des familles? Est-ce qu'elles les comprennent, ces systèmes-là? Est-ce que c'est une demande et est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il y a un critère de choix pour choisir l'EHPAD? J'aime beaucoup la question. On a beaucoup parlé aux familles dans toute la phase passée, un peu pré-Covid, pour avoir leur réaction. On a eu que de très, très bonnes réactions des familles. Les familles inquiètes de l'accompagnement, de la prise en charge de leurs résidents, de leurs proches et surtout la nuit, nous ont donné d'excellents retours. On a d'excellents retours aussi des directeurs d'EHPAD qui avant avaient souvent des conflits avec les familles, où les familles les agressaient un peu en disant « mais votre prise en charge n'est pas suffisamment bonne, comment est-ce que vous avez pu laisser ma maman la nuit 3 heures sans surveillance ?»
avec les montants que je vous paye, comment est-ce qu'il était possible qu'il n'y ait pas un meilleur suivi. Et où aujourd'hui, les directeurs ont des données objectives, ont des faits, ont des interventions pour pouvoir répondre aux familles. Donc, on a vraiment apaisé beaucoup de situations. Un des premiers EHPAD qu'on équipait, c'était à la demande du directeur, c'est qu'il avait des conflits ouverts avec des familles qui se plaignaient des intrusions d'autres résidents dans les chambres de leurs proches. Et où il n'avait pas de réponse pour empêcher ces intrusions. Et avec Caspar, ces situations ont totalement disparu. Donc, on a eu beaucoup d'autres réponses. On a équipé, dans certains EHPAD, on a augmenté le nombre de dispositifs pendant la période de la crise sanitaire pour répondre aux besoins, notamment des familles qui demandaient un meilleur accompagnement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les directeurs d'EHPAD sont très sensibles. Hein. C'est un petit peu leur challenge de voir refaire venir des résidents dans les EHPAD. Ce dont ils ont le plus souffert dans la crise Covid, c'est bien sûr les décès, mais pas que les décès, c'est les familles qui n'osaient plus proposer à leurs proches de s'installer en EHPAD, et où aujourd'hui, ça fait partie de leurs arguments de pouvoir assurer un meilleur accompagnement à la nuit et de pouvoir dire que Caspar est présent. Donc, voilà, c'est dans les choses qui sont mises en avant par les directeurs d'EHPAD dans la démarche actuelle de pouvoir faire revenir les personnes âgées vers les EHPAD. Super. Une conclusion à l'émission. Voilà, merci de cette chance de pouvoir l'exprimer. La conclusion pour nous, c'est qu'on se sent au bon moment, au bon endroit, avec une solution qui répond aux besoins, qui est fiable et qui permet vraiment, dans cette période un petit peu post-Covid, hein, les EHPAD sont beaucoup vaccinés. Il y a le besoin de retrouver la sérénité, il y a le besoin de refonctionner comme il le faisait, mais l'ouverture pour l'innovation. Et on arrive au bon moment et avec la volonté d'aider, d'accompagner les EHPAD dans leur démarche de redonner confiance à l'ensemble de la population, que c'est un bel endroit pour accueillir les personnes âgées. Super, merci Philippe Kaplan. Je rappelle que vous êtes dirigeant de Caspar. Merci beaucoup. Merci Frédéric.